pendant que mon sang se glaçait dans mes veines, ma mère s'était mise à courir vers l'usine. Instinctivement, elle pensait que, là-bas, nous serions en sécurité. Je me souviens de m'être retrouvée par terre sans avoir eu la sensation de tomber. À l'endroit où les vagues viennent lécher le rivage, il y avait comme un grand trou noir. Et au loin, dans la lueur du soleil levant qui tentait de percer les nuages, on apercevait des amoncellements de pierres, de ceps de vigne et de branches d'olivier. Et puis, il y avait ces petits points rouges qui scintillaient sur le sable sombre à perte de vue. Les pensées dérapaient dans mon cerveau, les idées se fracassaient les unes contre les autres dans mon esprit. J'étais pétrifiée dans ce paysage dévasté, au milieu des hommes qui couraient vers la mer sans me voir, des paniers dans les bras. C'est mon frère qui m'a ramenée tout à coup parmi les vivants en hurlant « Il faut en sauver le plus possible !» Sa voix chaude avait changé de timbre, comme si elle s'était cassée sur ce désastre. C'était Carlos, mais ça n'était plus vraiment lui. Et la terre continuait à trembler dans un fracas assourdissant. Le toit de l'usine avait cédé sous une bourrasque d'une force titanesque. Les tonneaux de pâte de tomates avaient été emportés. Les couffins avaient voltigé comme des fétus de paille. Les piles de cagettes s'étaient encastrées contre les rochers saillants de la falaise. Tomates, bois, osiers, rouages et engrenages, tout gisait là, pêle-mêle, à l'endroit où hier, de l'eau aurait amorti leur chute. Monsieur courait avec les hommes en chemise comme un simple ouvrier. Et moi, je me demandais comment Thanasis allait revenir. Il n'y avait plus de mer. Carlos m'a collé un panier dans les bras et m'a bousculé pour me remettre dans le flot qui se précipitait vers le fond à ciel ouvert. J'ai buté sur quelque chose. Je voulais le suivre, mais je n'y arrivais pas. Je m'agitais, mais je n'avançais pas. Je respirais, mais l'air ne me remplissait pas. J'entendais juste une voix qui hurlait « Thanasis !» Mais je ne sais pas si les sons sortaient de ma bouche ou pas. Et puis, j'ai senti une main qui attrapait mon bras et qui me tirait vers la falaise. J'ai aperçu Dimitri, le visage enfoui dans son mouchoir noué autour du cou. Il m'a dit qu'il fallait qu'on parte le plus vite possible parce que la vague allait revenir. Il courait la tête baissée pour que personne ne le remarque parce que monsieur avait prévenu que ceux qui partaient ne seraient plus jamais les bienvenus chez lui. Il m'a entraîné vers le moulin. Il m'a aidé à grimper le long du petit sentier qui chemine entre les murs dentelés de la falaise. La roche tremblait encore et j'avais peur qu'elle se referme sur nous. Par moments, de longs pans de ce mur ocre s'arrachaient et s'écrasaient en contrebas. J'ai glissé sur des éboulis plusieurs fois et quand nous sommes arrivés tout en haut, je me suis effondrée sur une pierre plate, à l'endroit où il y a maintenant le petit monument avec la croix de la Panaia Madrona, celle que mon père a fait construire pour que des choses pareilles n'arrivent plus jamais. Dimitri m'a parlé de l'ancienne Thira et des autres tremblements de terre qui ont donné à l'île la forme qu'elle a maintenant. Il m'a raconté les Minoens qui avaient pu partir avant que la mer ne se retire. Il m'a expliqué les séismes et les tsunamis. Il m'a assuré que, là où nous étions, nous n'avions rien à craindre. Il a parlé longtemps, et ça me faisait du bien de m'accrocher à ces mots, jusqu'à ce qu'elle revienne. Parce qu'elle est revenue. Elle est revenue comme un mur noir qui se précipite sur le monde à toute vitesse en avalant la vie sur son passage. Elle a déboulé comme un trou noir qui aspirait dans sa course folle tous ceux que nous connaissions et que nous ne pouvions que regarder courir désespérément dans tous les sens. Le torse large de Carlos a disparu dans un halo d'écume sans que j'aie eu le temps de lui dire au revoir. De notre promontoire, nous avions assisté impuissants au spectacle qui entraînait dans le néant des êtres qui composaient notre quotidien. La terre continuait à trembler. La mort avalait les nôtres dans un tonnerre sourd et nos cerveaux voyaient sans vouloir regarder. Ça a duré des heures, les unes après les autres. Dans ma tête, ça ne s'est jamais vraiment arrêté.
D'ailleurs, je ne sais pas si je me suis évanouie ou si je me suis endormie, mais je sais qu'à un moment, ça a dépassé les limites de ce que je pouvais supporter. Quand j'ai réouvert les yeux, le ciel était bleu. De ce bleu joyeux qui nous narguait de tout le poids de son indécence. Le soleil brillait comme si rien ne s'était passé. Et la mer, une mer d'huile, pas la moindre vaguelette à l'horizon. Un tapis gris-bleu d'une douceur narquoise qui donnait envie de vomir. Tout avait l'air tellement normal que c'en était terrifiant. Il y avait juste dans l'air quelque chose de différent. Un indéfinissable silence qui portait en lui une plainte sourde. Comme le hurlement à la mort de milliers d'animaux sauvages qui seraient montés des entrailles de la terre. C'étaient les gémissements de nos mères, de nos grands-mères et de nos sœurs qui ramassaient la mort rejetée par les eaux tout le long de la côte. Nous ne sommes pas descendus tout de suite. À demain.